Martino. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, J.D. Vance, qui est allé au Groenland, a essayé de convaincre les gens qu'il serait bien mieux s'il s'annexait aux États-Unis. Il a été reçu comment? Il n'a pas été reçu, c'est intéressant. C'est toute une aventure. Hein. D'abord, on avait dit c'est Usha Vance qui va y aller, qui est sa conjointe, son épouse. Madame Vance devait aller là. Ça ressemblait un peu à un échange culturel ou à je veux découvrir votre pays. Elle devait assister à une course de chiens de traîneau, si je me souviens bien. Puis, il y avait une agence de tourisme locale assez importante qui l'attendait en disant, bien sûr, ça va nous faire plaisir de l'accueillir. Ensuite, on a appris que se joignait à elle le responsable de la sécurité nationale américaine. Donc, on a dit OK. Et ensuite, on a ajouté le nom de J.D. Vance. Et là, tout le monde a littéralement débarqué du train en disant on n'apprécie pas vos manières de faire, c'est une forme d'intimidation, vous intervenez dans un pays qui est souverain, qui est indépendant, et finalement, on ne vous reçoit plus officiellement nulle part. Ben, on n'a pas abandonné du côté de J.D. Vance. On a envoyé du personnel sur le terrain faire du porte-à-porte en espérant qu'on trouverait quelqu'un qui acceptait d'être filmé avec les Américains. C'était une fin de non-recevoir partout. Alors finalement, le couple Vance s'est rendu visiter une base militaire américaine au Groenland. Et c'est de là, cet après-midi, tôt ce matin, c'est de là qu'on a relancé le Danemark finalement en disant on traite très mal les Danois, le Groenland, sous-entendant bien sûr il serait bien mieux avec nous. Donc, gros coup d'épée dans l'eau du côté de J.D. Vance. On voulait faire avec... Donald Trump Jr. avait fait ça. Hein, il s'était fait filmer avec les quelques personnes qui avaient accepté de poser en sa compagnie, puis on avait fait passer ça pour de la promotion, que des gens souhaitaient devenir américains, ce qui est tout à fait faux de l'avis unanime des gens, à tout le moins face à la visite potentielle de J.D. Vance. Non, mais écoute, là... Ça fait improviser à l'os. Là. Tout ça doit être organisé des semaines à l'avance là, pour être sûr que tu t'en vas pas là puis que tu reviennes la queue entre les deux jambes. Je suis désolé. Là. Et ça montre bien aussi la grossièreté du geste, le manque de... Écoute, on parle même plus de diplomatie quand on fait ça. Président Trump dit, on va l'avoir, le Groenland, d'une manière ou d'une autre, il faut que ce soit à nous. On commence par le volet, et je suis désolé si on joue dans les stéréotypes, on commence par le volet charme. C'est Mme Vance qui y va toute seule à l'origine. Mme Vance, qui en passant, sait très bien ce qu'elle fait. C'est une femme qui est éduquée dans les grandes écoles, dans les meilleures écoles. C'est une conservatrice de longue date. Donc, l'association avec J.D. Vance, entre guillemets, c'est du naturel. On n'a pas marié deux univers complètement différents. Mais disons qu'on commence par présenter le volet charme. Puis ensuite, on envoie la sécurité nationale et le vice-président. Et ça a été considéré au Groenland et au Danemark comme étant quelque chose de grossier qui méritait d'être dénoncé. On en a déjà discuté ensemble. Ce sont des politiques annexionnistes qu'on n'a pas vues, sauf, bien entendu, l'Europe et la Deuxième Guerre mondiale. Du côté de l'Amérique, on n'a pas vu ça depuis le 19e siècle, des politiques comme celle-là. Parce qu'on a eu deux guerres, entre autres, puis on a eu tout un édifice de droit international qu'on a construit au 20e siècle. Et Donald Trump est en complète rupture de cet état de ce monde ou de ce droit international. Écoute, Stéphanie, tantôt, nous parlait de ça, là, que Donald Trump a mis la main, ou plutôt veut mettre à sa main, les musées Smithsonian. Oui. Explique-nous, c'est quoi les musées Smithsonian? C'est très important pour les Américains, là. Ça a été fait, c'est né en 1846 d'une excellente intention qui est tout simplement, faut se rappeler encore là, le 19e siècle, hein, c'est le rayonnement. On pense encore, naïf, qu'avec le savoir, on va régler plein de problèmes. Qu'une société, je le dis plus sérieusement, qui est éclairée, éduquée, ne peut continuer qu'à cheminer et à cheminer positivement. C'est l'époque où les États-Unis se développent à une vitesse folle et encore plus folle après la guerre de sécession, puis au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, on a ce rêve de partager l'essentiel de la connaissance humaine. Et ça nous donne aujourd'hui plus d'une vingtaine d'institutions muséales, dont 17 sont gratuites. J'ai exploité pendant toute ma carrière le Smithsonian parce que ce sont des salles de classe format géant.
je pourrais donner un cours sur n'importe quelle période historique et pas que sur les États-Unis et me rendre à Washington pour avoir un ou des musées du Smithsonian. Bien sûr, c'est très concentré sur l'histoire américaine. J'y allais beaucoup pour le musée d'histoire nationale, pour le Air and Space Museum, le musée de l'espace. Mais ce que Donald Trump ne digère pas, c'est d'investir dans le Smithsonian pour qu'on ait un musée d'histoire nationale des Noirs. Ça, il n'en veut pas. On a un musée des Premières Nations aussi. Ce sont les deux derniers, le musée des Premières Nations et ensuite le musée d'histoire nationale des Noirs. Ce sont les deux derniers qui se sont greffés à toute cette série d'institutions qu'on appelle le Smithsonian. Et on est aussi en train de préparer un musée d'histoire des femmes. Et ça, pour Donald Trump, c'est contraire à l'idéologie américaine. Alors, il veut nettoyer finalement le Smithsonian de tout ce qui n'est pas américain. OK, si c'était un musée des hommes blancs, là, peut-être qu'il serait pas. Écoute, tu me dis que c'est 150 millions d'objets qui sont exposés et regroupés par le musée Smithsonian. Est-ce qu'on retrouve, par exemple, des objets qui rappellent aux gens la période de l'esclavage, je ne sais pas, des chaînes qu'on utilisait pour attacher les esclaves, des fouets? On a réaménagé le musée d'histoire nationale, le musée d'histoire des États-Unis. On avait avant des expositions qui traitaient de l'esclavage, la période de la ségrégation, de la guerre civile. Et il y a dans ces collections-là certains objets qu'on a déplacés vers le nouveau musée d'histoire nationale. Et ce musée d'histoire nationale a ajouté des pièces de collection extraordinaires. Et c'est parce que Donald Trump pense qu'avec ça, c'est encore une fois diversité, équité, inclusion, comme s'il ne pas parlé. Ben voilà, c'est. Je sais qu'on se rejoint très bien là-dessus. C'est comme on ne veut pas effacer de l'histoire les pages qu'on n'aime pas. C'est pas des politiques, là. On parle pas de discrimination positive. On parle pas de ce que plusieurs Américains rejettent dans le discours de certains progressistes. On présente tout simplement à la face des Américains l'entièreté de leur histoire. Et ça en fait partie. Si on doit fermer le musée d'histoire nationale des Noirs parce que ça choque les Blancs, ben écoute, les plus grands perdants là-dedans, pour moi, égoïstement, dans mon domaine, dans mon champ d'intervention, c'est qu'on est en train d'effacer l'histoire. Donc, l'idée, bien sûr, c'est d'enseigner l'histoire et de l'enseigner au complet, incluant ce qu'on n'aime pas. Ben oui, incluant le Watergate, incluant la garde nationale qui tire sur les étudiants, incluant aussi les révoltes de Stonewall, la communauté gay qui s'est révoltée. Tout à fait. Ça fait partie de l'histoire américaine. Incroyable. Mais on est vraiment, je te le dis, hein, c'est une dérive autoritaire, littéralement, et c'est dangereux, ce jeu-là. J'espère qu'il y a des âmes bien intentionnées, qui vont se lever, mais deux, qui préservent malgré tout ces héritages-là pour ne pas que ça s'efface, que ça disparaisse des mémoires. C'est tôt, ça ne fait que 2 mois qu'il est revenu, mais il est encore là pour 3 ans et 10 autres mois. Je ne vais pas faire de rapport, de parallèle, puis tout ça. Quand on sort le mot nazi et Hitler, on se fait tout le temps taper dessus. Mais tu sais, quand les Français ont su que les Allemands étaient entrés en France, ils sont allés chercher certaines œuvres d'art importantes au Louvre et les ont sorties du Louvre avant que les Allemands s'en emparent. Alors, écoute, si lui, il veut mettre la main sur des objets puis les foutre aux poubelles, j'imagine il y a des gens qui vont dire, ben là, on va les mettre de côté dans des endroits sécuritaires. Il y a encore plusieurs pas à franchir avant d'arriver là, et entre autres le recours aux tribunaux, mais j'en profite pour ajouter, parce qu'on parle souvent, ou à l'occasion, au cinéma, aux séries télévisées, toi et moi, il y a ce film Monuments Men qui rappelle d'ailleurs qu'en pleine Deuxième Guerre mondiale, on crée une escouade de spécialistes pour aller récupérer les œuvres d'art volées ou détournées par les Allemands. Et c'est un fait réel. On a appris ça bien tard, là, où on a rendu ça public bien tard, là, on parle de la population en général, mais c'est le genre de situation contre lequel il faut se lever avant que ça se passe. Parle-moi du film L'Ordre. Oui, écoute, c'est sur... il y a un certain nombre de choses que j'ai réduit du côté de ma consommation de produits américains. En même temps, la culture, l'histoire, la politique, c'est mon métier. Donc, je suis encore sur Prime Video. Et je voulais lui lever mon chapeau en même temps. Marc Talbot, c'est un auditeur qui nous écoute régulièrement, qui est actif sur les réseaux sociaux. Et c'est Marc qui m'a dit, Monsieur La Liberté, avez-vous vu ça? Et je suis allé voir le film. Et là, j'ai allumé sur plein de choses. Le film L'Ordre, ça met en vedette Jude Law. En partant, c'est un casting ou un rôle qui est pas, un personnage principal qui est pas méchant. C'est inspiré de quelque chose. Ça va peut-être rappeler à nos plus vieux auditeurs ou nos férus d'histoire des souvenirs.
il y a un ouvrage ou un roman qui s'appelait Les Carnets de Turner, qui a été rédigé par un personnage qui s'appelle William Luther Pierce. C'est sorti en 1978. C'est quelqu'un, Luther Pierce, qui est quelqu'un d'extrême droite, un suprémaciste blanc, et il imagine dans son roman un coup d'État. Et le film reprend finalement cette idée-là d'un coup d'État mené par des suprémacistes blancs et mené par l'extrême droite. Je ne veux rien divulgacher, puis il faut que je regarde la fin encore. J'ai un petit virus cette semaine qui a ralenti un peu mes activités, mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas déçu. Mais il faut savoir dans quoi on s'embarque. Je répète, le roman a été rédigé par un suprémaciste blanc, par quelqu'un d'extrême droite, et à quel point, pour ceux qui entretiendraient des doutes, on dit que quand il y a eu Oklahoma City, ce fameux acte terroriste qui a fait tant de dégâts, qui a coûté un grand nombre de vies, ben, le terroriste d'Oklahoma City s'est inspiré des carnets de Turner pour passer à l'action. Donc, on joue sur des terrains, sur un terrain qui est particulièrement mouvant, c'est très délicat, mais c'est bien livré. J'ai découvert ce film-là grâce à M. Talbot, puis je voulais d'ailleurs en profiter pour le saluer. Bon, le salue, c'est sûr. Et Jean-Philippe, pendant que tu parlais, nous montrait des images. Oui. Pour ceux qui nous écoutent à la télévision, ça a l'air vraiment bon. Alors, Moi, jusqu'à maintenant, je suis pas déçu. C'est le prof d'histoire puis le commentateur politique qui s'exprime. J'en ai pour mon compte dans ça. OK, ben merci beaucoup. Je vais regarder ça ce week-end. Merci Luc, merci Marc Talbot. À lundi. Salut. Bonne fin de semaine.